Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez Rendez-vous, le podcast de Priméo Énergie pour explorer les grands défis de la transformation énergétique en compagnie de Cédric Christmann. Cédric, bonjour. Bonjour Claudia. Alors vous êtes le CEO de l'une des plus grandes entreprises suisses d'approvisionnement en énergie, dont le siège se trouve à Münchenstein, près de Bâle, en Suisse. Alors pourquoi j'insiste en Suisse sur le pays ? Parce que pour une fois, eh bien, nous sommes à l'étranger, nous avons dépassé la frontière et nous sommes plus précisément à Montrouge, près de Paris, où nous sommes les hôtes de Sylvain Waserman. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors vous êtes le PDG de l'ADEME, l'agence de la transition écologique, qui met son expertise scientifique et stratégique à disposition de tous les acteurs concernés. Alors Cédric, vous avez fait spécialement le déplacement aujourd'hui pour discuter avec Sylvain des questions suivantes. Comment réussir la transition énergétique entre vision et pragmatisme ? Quelles sont les conditions cadres nécessaires et comment la Suisse et la France peuvent-elles apprendre l'une de l'autre de leurs expériences respectives ? De mon côté, je m'appelle Claudia Noira, je suis journaliste et je vous accompagne au fil de cet épisode. Alors Cédric, avant de plonger, j'allais dire, dans la discussion pure et dure, j'aimerais vous demander pourquoi, au fond, vous êtes motivé à enregistrer cet épisode-ci, mais les autres aussi, les suivants en français, puisque ce podcast n'existait jusqu'à présent qu'en allemand. Pourquoi avoir choisi précisément la comparaison entre la France et la Suisse ? Alors d'abord, pourquoi la langue française ? Parce que le français est une langue de notre beau pays, la Suisse, à côté de l'italien et du romanche. Mais surtout parce que Priméo Énergie est présente en France depuis 1906, et ça de manière ininterrompue, donc on a un lien très fort avec la France, et 10% de nos coopérateurs, parce qu'on est une coopérative, sont français. Donc c'est un pays qui nous tient à cœur, et on est présent évidemment dans tous nos métiers en France. Donc c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Alors Sylvain, quand vous utilisez le terme de transition écologique, de transition énergétique, quelle est au fond la première réaction que vous constatez chez vos interlocuteurs ? C'est plutôt de l'enthousiasme, de l'inquiétude ou alors carrément du négationnisme ? On rentre dans le vif du sujet, Claudia. Merci beaucoup. D'abord, bienvenue et merci d'être là. Alors, vous savez, l'ADEME, c'est une agence de l'État, opérateur de la transition écologique. C'est important de le resituer. Donc, effectivement, quand on parle de transition, nous on dit plutôt transition écologique, ça englobe bien sûr, au premier chef, la transition énergétique, mais aussi beaucoup d'autres sujets, comme notamment la sobriété sur la matière, le recyclage de la matière et beaucoup d'autres thématiques. Aujourd'hui, la situation de la transition écologique en France, telle que je l'aperçois, est contrastée. Je suis en train de faire un tour de France du monde économique. À chaque fois, il y a 150, 200 entreprises qui viennent nous écouter, dialoguer avec nous sur la décarbonation notamment. Donc un fort engouement et des gens qui se disent la décarbonation, la transition énergétique en l'occurrence, ça se rapproche du cœur de stratégie de nos entreprises. Pourquoi ? Parce qu'on a des clients qui l'exigent, parce qu'on a des institutions financières qui font du reporting sur la part de leur financement qu'ils apportent à l'économie en transition. Parce que aussi les jeunes, il faut les attirer dans nos entreprises et qu'on a besoin de preuves concrètes de notre action. Et puis, pour une raison essentielle, j'ai eu la chance dans mon parcours d'avoir été directeur général d'une ETI, de l'énergie. Et je me souviens avoir présenté des matrices de risque à mes actionnaires. Et aujourd'hui, un directeur général qui utilise du gaz naturel ou qui a des processus carbonés et qui présente sa matrice de risque à ses actionnaires, en fait, il doit avoir un scénario de risque s'il ne fait rien. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, personne ne connaît le prix du gaz et des énergies fossiles qui peut être beaucoup plus fluctuant, mais personne ne sait combien ça coûtera de produire une tonne de carbone dans 5 ans. Et donc, quand vous êtes directeur général d'une entreprise, vous voulez dérisquer votre business plan et donc faire ces choix-là. Donc, je pense que le monde économique a un temps d'avance, pas forcément sur l'idée que j'agis aujourd'hui pour le climat de 2050, mais sur j'agis aujourd'hui parce que c'est l'intérêt stratégique de mon entreprise de travailler sur cette transition. Pour le grand public, il y a d'autres enjeux, on aura l'occasion d'en reparler. Dérisquer le business plan, j'imagine que pour le fournisseur d'énergie qui est Priméo, ça vous parle, hein, Cédric ? Oui, bien sûr. Peut-être qu'on peut situer un petit peu les chiffres entre la Suisse et la France. La France émet à peu près 644 millions de tonnes de CO2 par an. En Suisse, on est aux alentours de 41 tonnes.
Mais si on mesure ça par tête de Français ou de Suisses, la France émet 2 fois plus de CO2 par tête que les Suisses. Et quand on compare en fait les efforts qui ont été faits depuis 1990, l'accord de Paris, en France, ça a baissé à peu près de 13 ou 14%. En Suisse, on est à 26%. Donc on a fait des efforts, mais ce n'est pas suffisant, on a encore un chemin énorme à faire. Et quand on regarde le mix énergétique, et ça je pense que c'est important en France, on se rend compte que sur les 1400 TWh que vous produisez en France, vous en consommez 2500. Donc, et ça, c'est l'avantage de la France. Ils produisent à peu près 56-60% de l'énergie qu'ils consomment. En Suisse, c'est 25%. Donc, ils ont un avantage concurrentiel avec nous. Eh bien, quand on regarde le mix, 40% de nucléaire. En Suisse, c'est pas pareil. 30% de pétrole. Bon, ça, c'est un problème peut-être. 14% de gaz quand même encore. Et le reste, 16%, c'est du renouvelable. Donc on vient très loin avec le renouvelable, mais il y a encore des efforts à faire. Et je pense que pour nous, en tous les cas, Premio Énergie, notre ambition, c'est d'être neutre en carbone en 2040. Pourquoi ? Pour une raison simple, on ne maîtrise pas le prix du CO2. On ne maîtrise pas le prix des énergies qu'on importe. C'est pour ça que la Suisse, c'est la stratégie énergétique de la Suisse 2050, c'est de réduire les importations d'aujourd'hui 75% à 25%, et de faire de la production locale. Pourquoi ? Pour maîtriser le prix. Alors en France, le contexte est plutôt tendu en ce moment. Est-ce que ça vous permet quand même d'être ambitieux en matière écologique ? Bien sûr, on est ambitieux. D'ailleurs, en 2023, je suis arrivé à l'ADEME en 2023, c'est la première année où la France a atteint ses objectifs de décarbonation en pourcentage. C'est beaucoup de programmes de décarbonation de l'industrie notamment. Je voulais revenir sur un point que mentionnait Cédric. La France, elle importe aujourd'hui pour 64 milliards d'euros tous les ans d'énergie fossile. C'est plus que les intérêts de la dette. On parle beaucoup de la dette en ce moment en France. C'est plus que les intérêts de la dette. C'est une hémorragie financière. À chaque fois qu'on agit pour la transition énergétique, par exemple, avec des énergies nucléaires ou des énergies renouvelables, qu'est-ce qu'on fait ? On réinternalise cette chaîne de valeur. Et ça, c'est extrêmement important. Je planchais hier devant des dirigeants d'entreprise. Je leur dis, mais on ne peut pas se satisfaire de cette hémorragie financière où on va financer l'équilibre économique du gaz de messieurs Trump et Poutine ou des pays du Golfe. Il faut qu'on réinternalise cette création de valeur avec, ici vous êtes en région parisienne, ici à Montrouge vous avez de la géothermie profonde. Quand vous faites de la géothermie profonde, d'abord c'est des puits qui durent 50, 60, 70 ans et c'est de l'énergie, de la création de valeur, d'ingénierie, une énergie à un prix marginal quasiment nul après. Donc réinternaliser cette chaîne de valeur, c'est un enjeu économique pour le pays. Et on ne raisonne pas assez en transition écologique en matière de souveraineté, comme vient de le dire Cédric, et en matière de finalement protéger notre actif économique. Parce que ce qui va avec tout ça, c'est qu'il y a une très forte vulnérabilité de nos économies aux énergies fossiles. Et quand on est en 2022 et que les prix du gaz font x10, vous avez des dirigeants d'entreprise qui disent « mais moi, si ça dure 3 mois, je mets la clé sous la porte ». Donc, on a cette vulnérabilité de l'économie. Donc, il est temps, en fait, pour nous, pour beaucoup de pays, il est temps de se dire, soit on reprend notre destin en main, soit on abdique. Mais on est à ce moment-là où les modèles qui ont permis pendant des décennies de brûler des énergies fossiles dans une espèce d'euphorie, maintenant, on est dans la phase où il faut d'urgence reprendre notre destin en main parce qu'on ne peut pas se satisfaire des modèles actuels. Justement, le rapport très récent de la Cour des comptes a montré que la France reste encore en retard, notamment sur l'adaptation, la biodiversité et l'empreinte carbone importée. Alors, comment l'ADEME, elle peut peser en fait pour combler un peu ces angles morts ? Alors, attention, l'État n'a jamais investi aussi massivement dans la décarbonation de son industrie, par exemple. C'est une priorité extrêmement forte. Pour vous donner quelques chiffres, nous, l'ADEME, l'an dernier, uniquement sur le segment entreprise, c'est 2,5 milliards d'euros qu'on a investi pour le compte de l'État, dans la décarbonation. Et c'est aussi c'est 800 millions d'euros qu'on a investi dans des infrastructures de réseaux de chaleur, notamment avec un fonds chaleur renouvelable. Donc, l'État a investi plus encore cette année en 2025,
au-delà de ces sommes et des programmes comme France 2030, qui sont des programmes massifs de décarbonation de l'industrie notamment, il y a 1 milliard de plus sur la décarbonation de l'industrie qui est mise en œuvre et opérée par l'ADEME, décidée par l'État sous le gouvernement précédent. 1 milliard d'euros aussi sur l'hydrogène, qui est une piste très importante pour nous, de la production d'hydrogène sur base d'électricité nucléaire avec des électrolyseurs qui sont colocalisés avec des grands centres industriels. C'est des actions massives. Donc, je ne voudrais pas donner l'impression que la France décroche. Non, la France, elle prend une trajectoire sur la transition écologique. Il n'empêche qu'il y a quand même un peu de retard en la matière. Bien sûr, il y a un retard par rapport aux trajectoires optimales, des objectifs ambitieux à 2030-2036, 35. Donc il ne faut pas nier que l'accélération est nécessaire, en particulier en France. Mais on ne se rend pas compte des volumétries en jeu. Je crois qu'il faut bien expliquer, quand on regarde l'accélération, si on se place par rapport à il y a 5 ans, l'accélération de la transition écologique dans le débat, des actions, du poids des énergies renouvelables, on est sur des modèles qui évoluent fortement. Et d'ailleurs, dans nos familles, dans nos cercles de notre vie quotidienne, on parle de plus en plus de transition, parfois avec des vrais débats compliqués, mais on en parle beaucoup, c'est au cœur des sujets, et ça interroge beaucoup nos modèles de société, et c'est pour ça qu'il y a une forte accélération sur ces thématiques de transition. Alors, on parle d'accélération, je rebondis Cédric, puisqu'en Suisse, on a un projet d'accélération des procédures, on a une initiative qui est Stop au Blackout. Est-ce que ces projets-là permettent d'accélérer véritablement la transition, ou au contraire, on en est encore comme en Suisse, où les choses avancent lentement mais sûrement ? Alors des fois, c'est plus lent en Suisse. C'est un pays qui essaye d'avoir un consensus autour de ce qu'il fait. Ça a aussi des avantages. C'est qu'on ne le fait pas contre la volonté des gens, contre la volonté des territoires. Pour nous, c'est extrêmement important. On a 3 critères simples quand on investit. Est-ce que c'est dans notre stratégie ? Est-ce que c'est rentable ? Parce qu'une entreprise privée. Et 2, est-ce qu'on est bienvenu ? On ne fera jamais rien quand on n'est pas bienvenu. En Suisse, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de faire, par exemple, des éoliennes. On en a 50 d'éoliennes qui tournent en Suisse. Alors, on parle de montagne, mais il se trouve que les Autrichiens en ont 1400 ou 1500. Donc, on a beaucoup de mal à faire accepter ça. On se bat, nous, au quotidien, dans le canton de Bâle-Campagne, mais aussi dans le canton de Soleure, pour en ériger 3 ou 4. Ça fait 5-6 ans qu'on le fait. C'est compliqué. Beaucoup disent que la Suisse n'est pas un pays pour l'éolien. Alors, le territoire est beaucoup trop petit. Évidemment, pour ça. il y a plus de vent laminaire sur la côte atlantique que chez nous, mais il y en a quand même. Et c'est important parce que ce que les gens ignorent ou ne savent pas, ou peut-être pas assez, c'est que quand on fait du solaire, et c'est une priorité en Suisse, on produit 60 à 70% de l'énergie en été. On a besoin de plus d'énergie en hiver. Or, il se trouve que l'éolien produit de l'énergie entre octobre et mars. Donc on a exactement l'inverse du solaire. On a 70% de l'énergie qui est produite dans les mois d'hiver. Et donc c'est l'énergie qui est bienvenue. Et donc c'est très très complémentaire du solaire. Et ce mix énergétique que le Conseil fédéral veut, alors on espère en faire 300 ou 200 en Suisse, je ne sais pas si on va y arriver. En tous les cas, il faut qu'on y aille. Et la décision qui a été prise la semaine dernière par le Parlement pour essayer d'avoir effectivement plus d'hydraulique et avoir des projets qui aillent plus vite, c'est une bonne nouvelle pour nous. Quand on parle effectivement d'énergie renouvelable, de transition écologique, on pense beaucoup en fait à l'innovation. De quoi a-t-on besoin aujourd'hui pour pouvoir accélérer tout ça ? Quelles sont les technologies au fond qu'il faut soutenir ? Alors Sylvain Waserman, du côté de l'ADEME, quelles sont au fond les innovations les plus prometteuses que vous soutenez et que vous pouvez vraiment soutenir un maximum ? Alors on opère aussi dans le cadre de grands programmes d'État, des programmes d'innovation, et on soutient certaines filières. Je vais prendre un exemple récent qui est l'éolien flottant. L'éolien flottant, il a l'avantage d'être loin des côtes, donc plus acceptable, d'être une énergie extrêmement puissante en réalité, avec des éoliennes qui sont de la taille de la Tour Eiffel ou plus. Mais c'est une filière qu'on accompagne depuis le tout début de son innovation. Donc vous voyez, l'éolien flottant, c'est très différent de l'éolien figé dans le sol, dans un paysage ou même proche d'une côte. Donc
Et on le soutient, pour vous donner cette anecdote, mais elle est très parlante. Entre juste l'innovation et son passage à l'échelle, il y a des étapes qui sont compliquées. Et la puissance des modèles qu'on accompagne, c'est qu'on les accompagne depuis l'innovation. Quel type de flotteur, quel type de câble pour... il y a des sujets techniques extrêmement importants sur l'efficacité des solutions, mais aussi jusque après le passage à l'échelle industrielle, et aussi en ce moment, par exemple, l'aménagement des ports pour pouvoir accueillir des flotteurs d'éoliennes qui sont évidemment des volumes et des poids extrêmement significatifs. Donc on accompagne la filière de bout en bout. Et ça, je crois que c'est une des forces du modèle d'innovation. C'est pas que l'invention technologique en elle-même, c'est la façon dont on peut le passer à l'échelle sur une chaîne industrielle. Et je crois qu'aujourd'hui, en termes d'innovation, je prends cet exemple-là, il y en a beaucoup d'autres. J'étais ce matin dans une session avec le monde du stockage. Il y a beaucoup d'innovation aussi sur tout ce qui peut concerner une certaine forme de flexibilité, qui sont très importants pour les équilibres des réseaux, les équilibres des systèmes énergétiques. Donc, tous ces sujets d'innovation reprennent une importance forte, notamment avec les avancées de l'intelligence artificielle qui peuvent permettre de faire des micro-arbitrages optimisés et d'avoir un rôle actif dans l'optimisation des systèmes. Donc voilà, on a beaucoup de thématiques d'innovation. Je voudrais dire que l'ADEME n'est pas techno-solutionniste. Et ça veut dire quoi ? Je m'explique, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on ne considère pas qu'on peut rester les bras croisés en attendant la solution d'innovation idéale qui va résoudre tous les problèmes. Et en revanche, on aide beaucoup et on accompagne beaucoup et on stimule beaucoup l'innovation parce qu'on croit réellement que l'innovation technologique, quand elle est bien pensée de bout en bout, peut être déterminante dans la transition. Alors du côté de Priméo, où c'est que, Cédric, vous voyez la marge d'innovation? Dans quel secteur en particulier? Vous parliez tout à l'heure du photovoltaïque, mais j'imagine qu'il faudrait encore développer davantage, réfléchir en termes de stockage et peut-être aussi de sobriété. Oui, c'est vrai. Moi, le stockage, je pense qu'il y a deux pistes à explorer. Il y a un rapport de l'ADEME qui parle de l'énergie fatale disponible, qui est à peu près de 104. Peut-être pour nos auditeurs et auditrices. Donc, c'est l'énergie qui est produite par les industries et qui aujourd'hui est envoyée, je crois que c'est d'ailleurs un terme de Sylvain Waserman, envoyée aux oiseaux. C'est à peu près entre 104 ou 105 TWh. Donc, ça fait 6% de l'énergie produite ou 3% de l'énergie consommée. Donc, cette énergie, elle est gratuite. Et nous, on a des exemples très concrets qu'on fait avec nos partenaires d'Aster Énergie dans le port autonome de Strasbourg, où on utilise l'énergie produite, donc c'est de l'eau chaude, la vapeur, produite par les industriels, pour la mettre dans des réseaux de chaleur. Comment est-ce qu'on peut faire quand on a trop en été, parce qu'en fait en été on ne l'utilise pas, eh bien c'est de la stocker, par exemple, sur des grandes unités de stockage, pour avoir de l'eau chaude. Parce que passer de 0 à 30 ou 40 degrés, eh bien, c'est l'énergie qu'on peut utiliser en hiver pour passer de 30 à 60 degrés. Et il faut beaucoup moins d'énergie pour passer de 30 à 60 que de 0 à 60. Donc déjà, on gagne de l'énergie. Donc ça, c'est la première piste. Donc là, c'est la convergence, si vous voulez, de deux choses, qui sont les molécules d'eau et l'électricité. Donc ça, c'est la première idée. Et là, on a des potentiels en France et en Suisse là-dessus. Le deuxième, c'est de stocker l'énergie électrique. Et je pense que l'énergie électrique, c'est l'énergie du XXIe siècle. Comment on peut faire ? Alors, sur quelques heures, c'est des batteries. Et aujourd'hui, Priméo Énergie veut investir dans des batteries. On a un plan de 250 MW. On est en train de construire une batterie aussi en France de 14 MW avec un partenaire qui s'appelle Entech. Mais on le fait en Suisse avec Swiss Life. Et on va mettre en route une batterie de 25 MW dans les jours qui viennent, à Cappel, dans le canton de Soleure. Alors, c'est une première, on va en faire d'autres. Mais ça, c'est quelques heures. C'est entre 2 et 3 heures. Et le grand défi, c'est le stockage saisonnier. Je parlais de l'eau, peut-être l'hydrogène. Donc c'est Power to X et X to Power, parce qu'il faudra retransformer ce qu'on a transformé, l'énergie électrique, il faudra retransformer en hiver pour la réutiliser de manière intelligente, sans trop de dispersion entre-temps. Donc on verra. Et ça, c'est des modèles qui sont en devenir. Si je peux me permettre de rebondir, c'est très important ce que disait Cédric. On a une hiérarchie, un merit order, comme on dit, donc une hiérarchie des priorités dans les énergies renouvelables thermiques. Il faut savoir qu'en France, 40% de l'énergie, elle est thermique. Et donc, on a des actions, notamment avec un fonds chaleur renouvelable. La première des énergies, c'est effectivement la récupération d'énergie fatale. Pourquoi ? Parce que finalement, quand on prend un pas de recul, c'est absurde d'investir des dizaines de millions d'euros pour créer de la chaleur, alors que juste à côté, une industrie va juste
ne pas utiliser la chaleur qu'elle produit. Enfin, c'est un non-sens économique et même intellectuel pour la rationalisation des modèles. Donc c'est la priorité. Puis après, vous avez des technologies comme la géothermie, comme le solaire thermique, qui sont des technologies très intéressantes parce qu'elles ont des durées de vie longues et parce qu'elles ont des coûts marginaux nuls. Et puis des technologies de biomasse. La France est un pays très agricole notamment, donc la biomasse agricole, avec évidemment en essayant de préserver au maximum la ressource forestière, donc des biomasses de récupération de bois. Donc toute cette hiérarchie fait qu'en réalité, on est sur une transition qui est hiérarchisée, comme je le disais, mais qui correspond aux réalités des territoires. Et je crois que ça, c'est un point commun qui m'a toujours sauté aux yeux. On a eu l'occasion dans une autre vie de travailler avec Cédric. La transition écologique, c'est d'abord un attachement à son territoire. Et c'est très très vrai en Suisse, bien sûr. C'est très très vrai dans beaucoup de régions de France. Moi, je viens d'Alsace. Et cet attachement au territoire, pourquoi il est important ? Parce que finalement, la transition, c'est de se dire quelle est la meilleure utilisation, la plus saine, la plus rationnelle des ressources naturelles, de la préservation de notre environnement, de l'attachement à notre territoire, et comment tout ça, on transforme ça en un enjeu économique avec de l'énergie totalement décarbonée, par exemple, pour nos entreprises. Donc cet équilibre-là, il faut des gens qui aiment leur territoire, parce que la transition écologique, elle est territoriale. Et ça, alors, on va rebondir peut-être sur ce terme de territoire. Hein. Alors, les territoires pilotes se multiplient un peu partout, autant en France qu'en Suisse. Alors, lesquels voyez-vous vraiment émerger, soit d'un côté, soit de l'autre ? Et puis surtout, quelles leçons on peut tirer de ces expériences plus locales pour les amener à l'échelon national ? Alors, Cédric, peut-être d'abord ? Nous, d'abord, l'Europe est un vieux continent. Est un vieux continent avec de vieilles usines qu'il va falloir décarboner si on veut garder les emplois. On ne peut pas faire du greenfield comme le font certains autres pays. Donc il va falloir qu'on le fasse, de manière déterminée. Et on est en train de le faire en réalité, puisque je citais le port autonome de Strasbourg, mais il y a d'autres exemples. Nous, par exemple, on découple la chaleur d'une centrale nucléaire à Gösgen et on la met dans les réseaux de chaleur. Il y a pas mal de centrales nucléaires en France. Pourquoi pas découpler la chaleur de ces centrales nucléaires, qui est de la chaleur gratuite ? Et ensuite, il y a les processus haute température. Nous, on s'intéresse par exemple à un certain nombre de processus. On est à Bâle, dans une région où il y a beaucoup de pharmacie et beaucoup de chimie. Et les processus haute température, qui sont de la chaleur ou de la vapeur saturée, il faut la produire de manière décarbonée. Aujourd'hui, c'est du gaz. Et comment faire sans le gaz naturel ? Ça, c'est une vraie question. Il y a probablement peut-être dans l'avenir une solution électrique. Moi, je pense aux Small Modular Reactors, ce sont des petites centrales nucléaires. Il y a beaucoup d'innovations en France dans ce domaine-là. Je sens vraiment que les gens... il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place. Il y a un très bel article à ce sujet-là dans les Échos. Donc, je pense que là-dessus, il faut qu'on regarde. Ça revient à utiliser la chaleur fatale, d'ailleurs, mieux l'employer. D'autant que la Suisse a réouvert la porte au nucléaire. Doucement. Oui, mais a quand même réouvert la porte, notamment avec son contre-projet à l'initiative Blackout. Toujours, alors, en termes de territoire émergent, de votre côté français ? Mais en fait, ce qui m'a frappé en arrivant, j'ai commencé par un tour de France, c'est de voir la vitalité des territoires, l'innovation qu'on a dans les territoires. Et je me suis dit, je partageais avec mes équipes, finalement, nous qui sommes en prise directe avec à peu près tout ce qui se passe comme projet de transition écologique en France, il faut qu'on développe notre rôle de ce que j'appelle l'essaimage. Alors, c'est quoi l'essaimage ? C'est d'identifier ces bonnes pratiques. L'idée m'était apparue comme une évidence, notamment j'étais en Normandie, il y avait une laiterie, puis mon équipe m'expliquait la performance de cette PAC pompe à chaleur haute température qui réinjectait dans le processus. Et je me suis dit, mais il doit y avoir 250 laiteries en France qui pourraient faire la même chose. Donc vous voyez, cette idée de dire, on identifie une bonne pratique, une innovation, qu'elle soit technologique ou qu'elle soit simplement organisationnelle, on essaye de la modéliser, parce qu'il y a un travail, juste partager les bonnes pratiques, ça ne suffit pas, de cibler là où elle pourrait être efficace et d'accompagner son développement. On a créé le métier d'essaimeur et d'essaimeuse, qui est un magnifique métier en réalité, qui consiste à dire comment on essaye de généraliser massivement les solutions qui marchent. Donc je crois qu'il faut s'appuyer sur cette vitalité des territoires. C'est là où se fait l'innovation. Et puis j'ai échangé avec des parlementaires
l'autre jour et je leur disais, bien sûr, les lois que vous votez à Paris sont très, très importantes. Enfin, ce qui va faire qu'un projet réussit ou pas, et Cédric l'évoquait tout à l'heure, ce qui va faire que des élus portent ce projet, que des acteurs économiques voient un équilibre financier et économique dans le projet, que les citoyens acceptent ce projet, tout ça, ça se passe, cette alchimie-là, elle se passe sur les territoires. Donc, le succès ou l'échec, il est territorial. Moi, j'ai un bel exemple qu'on a d'ailleurs initié, je crois, avec Aster Energy, qui est Ottmarsheim, qui est un des plus gros consommateurs de gaz en France. C'est la plaque chimique d'Ottmarsheim, avec Alsachimie et Butachimie. Et l'idée, c'est d'utiliser la chaleur qui est produite par ces usines pour l'acheminer jusqu'à l'usine Stellantis et ensuite jusqu'à Mulhouse. Et donc ça, c'est un bel exemple. D'ailleurs, ça réconcilie deux choses, à mon avis, qui sont pas toujours réconciliables en France. C'est l'industrie et le vivre. Et donc vivre ensemble. Et je pense que ça, c'est des exemples où les gens ont l'acceptation. Il faut bien comprendre ce territoire pour que ça marche. D'ailleurs, c'est aussi un projet de l'ADEME, d'ailleurs, qu'on a ensemble. Alors, je rebondis là-dessus parce qu'on arrive déjà gentiment au terme de cette discussion. Alors, on parlait de l'acceptation. Alors, comment, au fond, éviter que la transition, elle creuse les inégalités entre les ménages qui peuvent investir ou ceux qui ne le peuvent pas, Sylvain Waserman? Je voudrais répondre à votre question en précisant pourquoi je pense le sujet de la transition écologique percute en réalité, interroge le pacte social, la façon dont un individu vit en collectivité. Et je le détaille rapidement, mais c'est important pour répondre à votre premier point. Il y a 4 types de changements que moi j'identifie. Un changement qui relève de l'investissement. Je passe à la voiture électrique, je change ma chaudière à gaz. Tout ça, ça nécessite de l'investissement. Le levier d'action publique classique, c'est la subvention. Mais comment ça interroge le pacte social? Ça l'interroge parce qu'on se pose tout de suite la question de la solidarité et jusqu'où on doit l'arrêter. Jusqu'où est-il logique que mes impôts financent la rénovation thermique de logement de quelqu'un qui n'a pas les moyens de le faire? Jusqu'où est-il légitime que l'État intervienne pour décarboner l'entreprise? Mais évidemment, quand elle décarbone l'entreprise, elle protège mon emploi aussi. Donc, vous voyez, c'est le premier point. Deuxième type de changement, c'est plus sur l'habitude. Je trie bien mes déchets. Ça, c'est plus de l'ordre du civisme. Et là, on a beaucoup à apprendre aussi de la Suisse. Et l'Alsace aussi est très, très, très impliquée dans ces logiques-là. Mais le civisme, c'est un élément du pacte social. Le troisième, c'est le renoncement. On a compris qu'il y a certains modes de vie qu'il faut changer. J'adore voyager, mais j'ai compris que c'est pas raisonnable d'aller passer un week-end en avion au Maroc pour 2 jours. Donc, je vais pas faire comme ça. Donc, je renonce à quelque chose. Et là, on est plus sur le levier de l'engagement citoyen, de je prends conscience et je décide d'agir. Et là, l'engagement citoyen, évidemment, dans le pacte social, prend une place importante. Et le dernier, celui dont parlait Cédric, qui est aussi très, 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 très important, c'est l'acceptabilité. Et elle joue dans les deux sens. C'est les zones, je ne sais pas si vous savez, il y a eu un débat en France sur les zones à faible émission où on percute les libertés individuelles. Pourquoi n'aurais-je pas le droit, avec ma vieille voiture diesel qui pollue, d'aller au centre-ville? Et l'autre liberté que ça affronte, c'est pourquoi moi qui promène mon enfant dans sa poussette à hauteur de peur d'échappement quand je traverse la route, pourquoi il devrait se prendre les particules fines du diesel du gars qui est à côté? Donc vous voyez, ces interrogations d'acceptabilité dans les deux sens, ça percute aussi le pacte social. Et c'est pour ça que la transition écologique aujourd'hui, elle interroge. Et c'est normal qu'elle interroge. Et donc il y a un sain débat qui doit s'installer au quotidien parce que ça concerne la vie des gens, ça concerne notre place à chacun par rapport au collectif. Alors Cédric, c'est pas parce qu'on est en Suisse, parce qu'on parle de la Suisse, qui a cette réputation de pays riche, qu'il n'existe pas d'inégalité, qu'il n'y a pas de ménages qui ne peuvent pas investir. Non, c'est très juste. Et puis je pense qu'on a un défi qui est triple. Il faut que l'énergie elle soit disponible. En 2021, 2022, on s'est tous rendu compte qu'elle n'était pas forcément toujours disponible. Il faut qu'elle soit accessible ou payable par tout le monde. Il faut qu'elle soit décarbonée. Et le deuxième élément que je viens de nommer, il est aussi un sujet pour la Suisse. Parce que ce n'est pas uniquement accessible pour les gens, mais c'est accessible pour l'industrie. Et on sait que l'industrie chimique, par exemple, disait qu'un prix d'électricité au-delà de 48 € du mégawattheure, ça serait compliqué. Ou 58 € du mégawattheure, me semble-t-il. Donc il faut qu'on puisse entendre ça. Et donc notre défi à nous, c'est d'avoir une énergie qui soit plus abordable. N'empêche que, et je reviendrai là-dessus parce que je voudrais parler de la transition énergétique. Non, moi, c'est un mot, transition énergétique. Je trouve qu'il est un peu trop contemplatif. Ça me fait penser à Lost in Translation, qui est un film que j'aime beaucoup.
Les Allemands parlent de Energiewende, qui est un tournant au virage. J'aime pas trop ça parce qu'il faut pouvoir en sortir du virage. Et nous, on parle chez Prime Énergie de transformation énergétique. Et on se pense en acteur de la transformation énergétique. Et quand on est acteur, on a envie de faire des choses. On prend des pelles, on prend les pelles et puis on met les mains dans le cambouis pour décarboner ce qui est devant nous. Et c'est un moment qui est extraordinaire. Ça n'a pas existé il y a 50 ans, ça n'existera plus dans 50 ans. C'est maintenant qu'il faut le faire. Il faut qu'on le fasse ensemble, avec l'industrie, avec les gens et avec les acteurs du territoire. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est des exemples très concrets et que tout le monde peut faire. Et donc, on n'a pas encore toutes les solutions, mais on cherche. Et on va y arriver, ça j'en suis sûr. Alors pour conclure, Sylvain Waserman, petit exercice en 1 minute. Attention, si vous pouviez changer une chose dès demain dans le cadre légal ou institutionnel, ça serait quoi ? Oh, c'est une question difficile en 1 minute. Alors d'abord, nous on ne décide pas des lois, bien sûr, c'est le législateur, c'est le ministère. Allez, on rêve. Mais bon, si on avait une baguette magique, qu'est-ce qu'on ferait ? Moi, je pense que la clé, je le disais tout à l'heure, et je le pense vraiment, c'est l'articulation avec les territoires. Et on a encore trop d'enjeux sur les délais. Vous avez votre réflexion sur l'accélération. On a eu une loi d'accélération, elle ne va pas assez loin. On doit trouver des sujets d'intérêt général qui permettent d'avoir des procédures fast-track, donc des procédures rapides, au nom de l'intérêt général. Et ça, on a parfois tendance en France, pour défendre le droit de chacun, d'avoir des processus assez séquentiels, du droit de la défense logique, du droit d'opposition logique. Donc si j'avais une baguette magique, on mettrait plus d'énergie sur l'amont pour obtenir des consensus. Et là, je crois qu'on a beaucoup à apprendre du modèle suisse. Et une fois que le consensus est pris, de pouvoir aller beaucoup plus vite. Sylvain Waserman, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce sujet de la transition énergétique. Cédric, merci d'avoir aussi donné vos inputs et merci à vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes où vous trouvez des podcasts. Alors abonnez-vous dès maintenant et n'oubliez pas que cet épisode est non seulement à écouter mais également à voir sur YouTube, sur le canal de Primeo Énergie. Et pour en savoir davantage encore, rendez-vous sur www.primeo-energie.ch/podcast où toutes les informations utiles sont regroupées. Quant à moi, je vous dis à bientôt.